Sont présents dans la salle, en vous remerciant. Effectivement. Voilà. Bien, au nom de la délégation sénatoriale aux entreprises, merci de votre présence. La délégation, comme vous le savez, se déplace beaucoup sur le terrain. Nous organisons aussi, bien sûr, des rencontres ici avec les représentants des instances professionnelles, des différentes filières professionnelles, des filières qui représentent les salariés, les entreprises, etc. Mais nous avions identifié deux problématiques dont nous ont fait part un certain nombre d'acteurs sur le terrain qui concernent l'énergie et l'assurance. Effectivement, ce qu'on peut constater, c'est que ce sont des facteurs de production très importants qui sont essentiels même. Sans énergie, l'appareil productif s'arrête. Or, vous voyez les crises qui se succèdent. Il y a eu la pandémie Covid-19, la guerre en Ukraine. Tout cela a profondément bouleversé le secteur énergétique en particulier et ont créé un choc d'offres sans précédent dont les répercussions se font sentir jusque dans les petites entreprises de notre territoire. Et puis, la question de l'assurance, on ne l'avait pas forcément identifiée. Et puis, un certain nombre d'acteurs économiques nous ont fait part des difficultés auxquelles ils étaient affrontés sur le sujet, alors que c'était considéré comme une charge fixe dans les entreprises, une ligne de dépenses à surveiller qui ne suscitait pas d'inquiétude particulière. Nous avons constaté que de plus en plus d'entreprises se trouvent affrontées à des refus de garantie, à des hausses brutales de primes, voire même à l'impossibilité de pouvoir s'assurer. Et donc, tout ceci nous a conduit à mener un travail depuis plusieurs mois, notamment par de nombreuses auditions, et puis aussi deux tables rondes que l'on avait consacrées à l'assurance, d'une part, et puis à la filière bois, puisqu'on avait identifié cette filière comme étant parmi les plus en difficulté. Voilà, et donc ces deux secteurs ont en commun d'avoir émergé à peu près au même moment en tant que contrainte nouvelle et forte pesant sur un certain nombre d'entreprises. Et puis les difficultés d'accès à l'une comme à l'autre relèvent des limites du fonctionnement d'un marché. Et nous avons considéré que sans intervention extérieure de la puissance publique, il y avait parfois des trous dans la raquette. Voilà, et donc ceci nous a amené à travailler sur ces deux sujets. Et je vais évoquer tout de suite les questions d'assurance, et puis Guillaume Gontard évoquera le volet énergie. Alors, Michel Canevet, sénateur du Finistère et vice-président de la délégation sénatoriale aux entreprises. J'ai oublié de me présenter tout à l'heure. Voilà, alors sur les assurances, quels sont les points d'achoppement pour les entreprises en matière d'assurance aujourd'hui? Pour résumer, on considère que les exigences assurantielles sont de plus en plus lourdes et la question du désengagement des assureurs se pose aujourd'hui de façon claire. Il y a d'abord l'évolution des primes d'assurance sur la période récente. Pour certains, les primes ont doublé, voire triplé sur les 3 à 4 dernières années, et ce, malgré l'absence de sinistres notables. Les efforts de mise en sécurisation des sites industriels ne permettent pas toujours de revoir à la baisse ces primes. Un chef d'entreprise nous a rapporté avoir investi près d'1 million d'euros pour installer des sprinklers qui permettent de lutter contre d'éventuels incendies. Et malgré cet investissement en prévention, sa prime a doublé en 4 ans. Dans le même temps, on constate que les garanties ont tendance à se restreindre. L'assureur principal limite souvent son engagement à 30 ou 40% du risque. Et le chef d'entreprise doit alors se tourner vers un co-assureur, ce qui multiplie les démarches, ce qui allonge les délais et bien sûr complexifie la gestion des contrats. On a aussi identifié un frein supplémentaire dans le niveau dissuasif des franchises proposées par l'assureur. On a entendu le témoignage d'un chef d'entreprise contraint de supporter une franchise de 400 000 euros pour assurer un stock d'une valeur de 800 000 euros. Est-ce qu'on peut parler dans ce cas encore d'assurance? Et on considère que cette situation frôle l'absurde et touche pas seulement les PME, mais aussi des industriels de plus grande taille pour lesquels la franchise peut représenter jusqu'à 40% du montant global assuré. Et pour conclure un contrat, les exigences des assureurs deviennent là encore de plus en plus nombreuses. Alors bien sûr, on ne conteste pas la légitimité de ces exigences qui relèvent de la prévention et de la sécurité, qui sont essentielles, bien entendu, mais ça représente un coût important. Et on a identifié que certains dirigeants devaient consacrer jusqu'à 9 000 euros par an
pour des audits réguliers de la situation des entreprises qui leur sont imposés par les assureurs. Et enfin, on peut considérer que les compagnies d'assurance notifient aussi une réalisation de contrat à quelques semaines seulement de l'échéance, et l'entreprise, dans ces cas-là, a beaucoup de mal à se retourner. Alors, comment on explique tout cela? D'une part, le secteur de l'assurance est lui-même frappé par l'émergence de nombreux risques qui n'existaient pas auparavant. On a identifié, bien sûr, les risques climatiques, mais aussi notamment les risques cyber qui, aujourd'hui, ont tendance à s'amplifier. Le risque climatique, par exemple, il faut rappeler qu'en 2023, les inondations ont coûté 785 millions d'euros aux assureurs. Et puis, le risque cyber, lui, s'est brutalement imposé dans le paysage de l'assurance en l'espace de quelques années. À l'échelle européenne, les primes ont doublé en 3 ans et on estime que 2 PME sur 3 ont du mal à trouver une couverture adaptée aujourd'hui. Et puis, on a aussi identifié la question des violences urbaines qui ont alourdi la facture pour les assureurs. Il y a bien sûr les émeutes que l'on a connues en Nouvelle-Calédonie où cela fut dramatique. Et l'an dernier, il y a eu 945 millions d'euros de dégâts en Nouvelle-Calédonie, mais on a aussi identifié, on l'a vu très récemment, suite à la finale de la Coupe d'Europe, de nombreux dégâts aussi dans certaines agglomérations posées par ces émeutes urbaines. Et donc tout cela pèse bien sûr sur le résultat des compagnies d'assurance et qui répercute bien sûr sur leurs clients les risques. Et puis on a aussi identifié des secteurs qui sont plus touchés que d'autres par des problèmes d'assurabilité. Il y a notamment l'agroalimentaire, le bois, l'ameublement, le photovoltaïque, même la défense qui sont en difficulté là-dessus. Et donc, nous avons, dans ce travail, formulé des propositions autour de 3 axes principaux. 1, la nécessaire préparation des entreprises à la situation. 2, leur sécurisation contractuelle. Et puis 3, la question de l'amélioration du fonctionnement du marché. Alors, notre première recommandation donc, sur la préparation des entreprises, il s'agit en amont de la passation du contrat d'assurance de procéder à une évaluation la plus précise et la plus exhaustive possible des risques à couvrir. En effet, on considère que c'est par une meilleure connaissance des risques que le contrat pourra être calibré au plus juste. La culture du risque, elle n'est pas toujours très répandue, mais elle doit être encouragée parce qu'elle permettra d'obtenir des contrats qui soient mieux calibrés et plus justes. Ensuite, nous avons la question de l'incertitude contractuelle pour les entreprises. Ça implique de programmer des investissements dans la prévention en lien avec l'assureur, mais aussi de privilégier des contrats pluriannuels pour offrir de la visibilité aux entreprises, car on considère qu'effectivement, il faut que les contrats couvrent de nombreuses années. Et dans le même esprit, nous suggérons d'arrêter un délai minimum pour la résiliation du contrat d'assurance avant son échéance, 6 mois par exemple, parce qu'il est nécessaire que les différents acteurs, assurances et entreprises, aient le temps de pouvoir s'organiser pour couvrir les risques, laisser le temps, par exemple, aux entreprises, si un assureur dénonce le contrat, de pouvoir trouver un autre assureur. Et puis le troisième et dernier axe de proposition que nous formulons, ça porte sur l'amélioration des pratiques sur le marché des assurances aux entreprises, et notamment dans l'approche actuarielle et commerciale des compagnies d'assurance. Nous considérons que le périmètre de mutualisation des risques mérite d'être élargi. Il faut que, en fait, tous les secteurs d'activité et toutes les catégories d'entreprises puissent être couvertes. Et on a là un point sensible au cœur de la logique assurantielle. Chacun comprend qu'on ne peut pas mutualiser que les bons risques qui sont bien sûr rentables, mais qu'il importe que la mutualisation puisse couvrir les bons risques et les mauvais risques. Et puis, nous avons conclu les propositions en nous disant qu'il serait nécessaire, pour mieux connaître et mieux identifier l'ensemble du secteur, parce que finalement, on s'aperçoit qu'on n'a pas une bonne connaissance du nombre d'entreprises et des secteurs qui ne sont pas assurés ou qui ont de réelles difficultés à s'assurer. On voit aussi des pratiques différentes suivant les départements, par exemple, entre les services de prévention et les acteurs économiques. Bref, il y a un certain nombre de sujets qu'il convient de pouvoir discuter, travailler
et trouver les solutions. Et pour cela, nous proposons qu'il y ait un observatoire de l'assurance aux entreprises qui soit institué, qui réunirait les professionnels du secteur, les représentants des entreprises, ceux des services départementaux d'incendie et de secours, de façon à ce que tous ces acteurs puissent se retrouver et partager les bonnes pratiques. Voilà pour ce qui concerne le secteur assurantiel. Je vais laisser la parole à Guillaume. Merci. Donc Guillaume Gontard, sénateur de l'Isère et vice-président également de la délégation aux entreprises, et donc co-rapporteur avec mon collègue Michel Canvet sur ce travail effectivement qui comportait deux volets, à la fois la question des assurances et l'impact des assurances sur les entreprises, et puis la question énergétique, puisqu'on sait que le marché de l'énergie a subi un choc massif déjà depuis 4 ans, alors de plusieurs raisons, à la fois la pandémie, la question de la guerre en Ukraine, et donc on a vu une flambée des prix, que ce soit d'électricité, que ce soit du gaz, également des produits pétroliers, avec évidemment un impact très fort sur les entreprises, sur leur compétitivité. Alors même si courant 2023, les prix ont reflué, en tout cas se sont stabilisés, où on retrouve aujourd'hui des niveaux qui sont proches de ceux d'avant la crise. Mais ce qu'on constate quand même, c'est que cette accalmie ne doit pas masquer une réalité qui, en tout cas que nous ont fait remonter beaucoup d'entreprises, c'est sur l'instabilité des prix. Et donc le risque d'avoir d'autres augmentations. Et en tout cas, cette volatilité des prix, c'est quelque chose qui est particulièrement marqué. On sait que le secteur de l'électricité a quelques singularités, notamment en France, avec une part du marché qui est déréglementée depuis 2007, et donc qui est dominé à la fois par EDF et son programme nucléaire. Et puis, malgré cette dérégulation, un prix qui est quand même réglementé, de référence, qui continue à structurer le marché, notamment avec l'Arenh, et ce mécanisme de l'Arenh qui permettait justement de réglementer et d'avoir un prix qui était de l'électricité qui était fixé autour de 42 €. On sait que ce mécanisme, en tout cas, a justement permis de réguler, a joué un rôle d'amortisseur en fait pour de nombreux professionnels. Mais on sait que la fin de l'Arenh arrive au début de l'année, et beaucoup de questions se posent, en tout cas sur l'année prochaine et sur quel dispositif. Et pour l'instant, on a très peu d'informations, de visibilité en tout cas, sur ce que souhaite faire le gouvernement, sur les mécanismes qui peuvent être mis en place. On a eu un changement à la direction d'EDF justement dans ce cadre-là pour avancer sur ce mécanisme de l'Arenh. Mais pour l'instant, on est sur un vrai manque de visibilité qui pose un certain nombre de questions, notamment pour les entreprises. Et ce qu'on s'aperçoit aussi, c'est un des axes qu'on a pu développer, c'est que les entreprises n'ont peu ou pas de pouvoir de négociation. Et donc on a des entreprises qui sont face à des fournisseurs d'électricité, je dirais qu'ils sont souvent seuls et souvent démunis. Et donc il y a à la fois l'inquiétude par rapport à ce qui les attend à partir de 2026, mais il faut voir aussi que ce qu'on propose en tout cas, c'est de permettre une révision en fait des contrats, puisqu'on a eu des contrats qui ont été passés dans les périodes où l'électricité était très chère. Et aujourd'hui, on a des entreprises qui ont passé ces contrats sur plusieurs années. En général, c'est des contrats de 3 ans. Et donc, dans l'impossibilité de pouvoir revenir, alors qu'aujourd'hui, les prix sont beaucoup plus bas. Donc, dans les propositions qu'on peut faire, c'est justement de pouvoir permettre une révision de ces contrats afin que la baisse des prix puisse être répercutée. C'est particulièrement important parce qu'on sait qu'on a eu un certain nombre de défaillances d'entreprises justement qui avaient contractualisé et qui se sont trouvées pieds et mains liés, en tout cas par rapport à ces contrats très très élevés, qui n'avaient pas d'autre choix de le faire, puisqu'en fait leur contrat arrivait à échéance, il a fallu qu'elles renégocient. Et donc on nous paraît important en tout cas de faire en sorte que ces contrats puissent être négociés. Ensuite, on avait une partie particulière sur l'électro-intensif ou l'ultra-intensif. Donc toutes ces entreprises en fait qui ont une consommation en général d'électricité, puisque c'est très très forte. C'est souvent l'industrie métallurgique, c'est
le silicium, enfin voilà, on a beaucoup d'entreprises de ce type et qui sont très dépendantes, alors pour le coup justement de ces hausses très fortes d'électricité, mais encore une fois de cette question de cette visibilité. Et ce qu'on a voulu aussi marquer, c'est que ces grosses entreprises, que ces grosses industries, dont on sait qu'elles sont fragiles et donc dont on sait que certaines ont déjà été délocalisées, de se dire que historiquement, elles se sont installées souvent dans des vallées où il n'y avait pas autre chose, pas grand-chose en tout cas en termes d'activité, et ont choisi de s'installer dans ces vallées, en fait, liées à l'hydroélectricité et liées à la création de barrages. Et souvent d'ailleurs, les barrages, l'hydroélectricité a été créée pour alimenter ces entreprises. Et donc ce qu'on souhaite pointer, c'est le risque, en tout cas, que s'il n'y a plus d'avantage direct entre la production hydroélectrique et l'entreprise et l'industrie, qu'en fait ces industries ne voient plus l'intérêt en tout cas de rester sur ces lieux-là, et donc des délocalisations avec tout l'impact que ça peut avoir, mais aussi des délocalisations et aussi une perte en termes environnemental, puisque le lien avec l'hydroélectricité, c'est aussi la décarbonation. Donc on a des entreprises qui sont justement en termes de décarbonation assez en pointe, et donc le risque justement de perdre cet aspect positif. Et donc on veut pointer que c'est un vrai choix stratégique pour l'avenir de nos industries, de nos territoires et de notre souveraineté énergétique. Ensuite, ce que je disais, c'est le sujet de la prévisibilité des prix. Vraiment, ce qui est ressorti de la part des entreprises, c'est pas tant la hausse, en tout cas le montant de l'électricité, même si évidemment ça a un impact, mais c'est le fait d'avoir aucune visibilité, aucun encadrement en tout cas sur ces prix. Et on voit aussi que notre système tel qu'il est fait, avec cette ouverture à la concurrence du marché de l'électricité, en fait n'a pas tenu ses promesses, puisqu'on aurait pu se dire, ouverture de la concurrence à partir de 2007, que du coup on allait avoir justement à la fois une stabilité des prix, une baisse des prix, parce que c'était ce qui pouvait être prévu, et puis aussi des investissements qui pouvaient se faire. En réalité, on s'aperçoit que ce système-là, en tout cas pour le marché de l'électricité, était plutôt une erreur, en tout cas, qu'on se confronte en tout cas à une réalité qui est tout autre. Alors évidemment, dans notre rapport, on n'a pas cherché à remettre en question et à remettre en cause, en tout cas, la question de l'ouverture à la concurrence sur le marché de l'électricité. Ce n'était pas le sujet du rapport. Mais par contre, voilà, on souhaitait quand même le signaler pour dire que de toute façon, il y aura la nécessité de revoir de manière beaucoup plus globale, en tout cas, cette question du marché de l'électricité, de quel mécanisme et de quel système on veut mettre en place, puisqu'on s'aperçoit avec les différentes crises qu'on est dans quelque chose qui fonctionne mal. Et que en fait, les éléments qu'on souhaite mettre en place, c'est des éléments de toute façon de régulation. Donc nous, on propose deux éléments de régulation. Le premier levier, ce sont des contrats de long terme qui sont évidemment déjà répandus dans le secteur des énergies renouvelables comme le solaire ou l'éolien, ce qu'on appelle les PPA. Et ce type de contrat permet à l'acheteur de sécuriser un approvisionnement en énergie verte à un tarif stable. Donc ça permet justement de contractualiser sur plusieurs années, d'avoir cette stabilité dans les prix. Mais on voit aussi que ces négociations sont très variables suivant les entreprises, suivant les périodes aussi. Et donc nous estimons qu'il serait utile d'établir un contrat type qui pourrait servir de référence et de base aux négociations pour les entreprises, qui sont souvent, parce qu'on a des très grosses entreprises qui ont des services juridiques, mais on a aussi des entreprises qui sont dépourvues d'expertise en matière de passation de contrats complexes. Et donc d'avoir ces contrats types, ça permettrait justement d'avoir cette visibilité et de s'appuyer, et que les entreprises en tout cas puissent s'appuyer sur ce contrat type. Le second levier, ça concerne des contrats pour différence. C'est ce qu'on appelle les CFD, qui commencent à se développer pour l'énergie décarbonée, et y compris également pour le nucléaire. L'année dernière, la commission d'enquête du Sénat sur l'électricité avait d'ailleurs recommandé de remplacer l'accord État-EDF par ce type de contrat, avec un prix de référence qui serait situé entre 60 et 65 euros de mégawattheure. Donc nous, on partage cette orientation, en tout cas dans le cadre justement de cette ouverture à la concurrence, de se dire que dans cette régulation,
ces contrats pour différence, ils ont l'intérêt en fait de fixer un prix plancher, de fixer un prix plafond, et même s'il y a une variation entre ces deux, ce plafond et ce plancher, cette variation elle est moindre et surtout elle permet d'avoir cette visibilité pour les entreprises. L'autre point, c'est évidemment l'adaptation des entreprises, parce qu'il ne suffit pas de sécuriser les prix, mais il faut aussi accompagner les efforts d'adaptation des entreprises. On a par exemple des mécanismes qui se mettent en place, notamment les communautés énergétiques locales, qui sont une piste très prometteuse. Elles permettent en fait à la fois d'associer des entreprises, des collectivités et de développer à l'échelle locale des unités locales de production d'énergie renouvelable ou d'autoconsommation. Et donc c'est des initiatives qui existent déjà. On en a notamment dans l'Hérault. Et voilà, nous on préconise d'encourager en tout cas ce type d'initiative, de les essaimer en fait dans l'ensemble des territoires à l'échelle du pays. Et notamment de sensibiliser, de communiquer en tout cas sur ces dispositifs pour sensibiliser l'écosystème économique local et les collectivités territoriales, notamment à l'intérêt de développer de telles communautés énergétiques. On a aussi d'autres aspects justement sur cette adaptation des entreprises, mais qui va aussi sur une meilleure je dirais, gestion de l'énergie, et notamment en s'appuyant sur des ressources technologiques comme le compteur Linky, en tout cas tous ces mécanismes qui permettent de réguler l'accès à l'électricité. C'est de plus accompagner, en tout cas plus mettre en valeur les efforts d'adaptation des entreprises aux contraintes de fonctionnement du réseau électrique. C'est ce qu'on appelle notamment sous le terme d'effacement, c'est-à-dire que des très grosses entreprises, notamment sur l'électro-intensif, mais pas que des très grosses d'ailleurs, parce que notamment les boulangers nous ont fait part aussi de leur capacité à pouvoir adapter leur four, leur moment de cuisson en fonction justement de l'approvisionnement en électricité. On sait que c'est important sur notre réseau pour la stabilité, pour la stabilité du réseau. Et donc ça, on se dit qu'il faut le valoriser. C'est vrai qu'une entreprise électro-intensive, par exemple, qui va arrêter ses fours, et ils ont la capacité, ils nous disent de pouvoir le faire, de dire je peux arrêter mes fours pendant 2 jours parce que je sais qu'il y a une baisse de production électrique et donc ça permet justement de réguler le réseau. C'est un avantage certain, notamment pour EDF. Pour l'instant, il y a des tarifs qui sont spécifiés justement sur ces effacements, mais qui ne sont pas assez importants, et puis surtout pas assez connus en fait. Et donc ça, c'est quelque chose qui nous paraît important justement, à la fois en termes de régulation de l'électricité et puis d'attractivité aussi pour les entreprises sur ce type de dispositif. Un autre aspect aussi, parce que c'est vrai que quand on parle d'énergie et d'industrie, on a souvent la focale électrique liée aussi à la décarbonation. Mais c'est vrai qu'on voit que beaucoup d'entreprises se tournent aussi vers des solutions, notamment biomasse, alors avec toute une diversité, que ça soit biomasse, que ça soit géothermie, et notamment l'accès à des réseaux de chaleur. On a des entreprises qui, effectivement, plutôt que de l'électricité, préfèrent aussi aller sur des réseaux, justement, souvent qui sont locaux. On a notamment sur des entreprises autour du bois qui ont plutôt des réseaux de chaleur bois, qui font aussi de la cogénération et donc produisent aussi de l'électricité. Et donc, ce qu'on pense, c'est qu'il faut valoriser, en tout cas localement, cet accès et ne pas aller directement toujours sur l'électricité. Et donc, il y a aussi une nécessité de pouvoir simplifier l'accès justement à ces solutions biomasse. Et puis, on a une donnée budgétaire dans le même objectif. On plaide aussi pour un certain nombre de dispositifs. On est à l'approche du projet de loi de finances. On a des arbitrages qui vont être donnés. On veut mettre en alerte un certain nombre de points, notamment la question du fonds chaleur, qui est géré par l'ADEME et qui est actuellement doté de 600 millions d'euros. Et que ce fonds encourage justement le déploiement des installations de production en chaleur renouvelable sur l'ensemble du territoire. Et donc on avait déjà eu une alerte l'année dernière sur la disparition du fonds chaleur. On a eu sa diminution.
on réalerte cette année pour dire que, et ça c'est vraiment quelque chose d'assez unanime de la part des entreprises, de dire attention, c'est vraiment des dispositifs qui nous ont servi justement pour à la fois s'adapter, pour pouvoir développer justement des dispositifs type réseau de chaleur, pour pouvoir diversifier aussi justement l'approvisionnement énergétique. Et donc c'est un dispositif qui nous paraît essentiel en tout cas de maintenir. Il y a une autre demande unanime de la part des entreprises, c'est de maintenir l'effort budgétaire de l'État au service de la compensation carbone des entreprises, notamment afin de préserver le tissu industriel et les projets de décarbonation. C'est vrai que ce qu'on a vu, c'est qu'on a eu des dispositifs très intéressants qui ont été mis en place, qui ont permis justement à des entreprises d'aller vers la décarbonation. Et avec l'inquiétude, soit ces dispositifs se sont arrêtés, soit on n'a pas forcément de visibilité pour la suite. Et nous, c'est quelque chose qui nous paraît essentiel. Et c'est sûr que sur la discussion sur l'examen du prochain projet de loi de finances, on sait qu'il existe une enveloppe d'environ 1 milliard d'euros pour la compensation carbone. Et donc, nous, on pense qu'il ne faut absolument pas y toucher, parce que c'est non seulement la compétitivité prix de nos entreprises qui se verrait mécaniquement dégradée si on ne les encourageait pas à aller vers cette décarbonation, mais aussi justement toute cette mise en place du programme de décarbonation qui pourrait être remis en cause. Et derrière ça, c'est à la fois l'impact carbone qui n'est pas négligeable. Et puis à chaque fois, on sait que quand on a des opérations de décarbonation dans les entreprises, c'est aussi des opérations de sobriété. Et donc c'est aussi du coup un moyen de diminuer le coût énergétique. Donc voilà, ces budgets nous paraissent essentiels. Donc pour peut-être conclure en tout cas sur les orientations de ce rapport, que ce soit sur l'assurance ou sur l'énergie, c'est vrai que ce qu'on a voulu mettre en lumière, en tout cas, c'est que ces deux dispositifs, enfin ces deux éléments, en tout cas assurance et énergie, dans lesquels on est en profond bouleversement, quoi. Alors pour plein de raisons. La question du réchauffement climatique, sur la question de l'assurance, qui est loin d'être négligeable, puisque les impacts des aléas climatiques de plus en plus fréquents, l'impact sur les assurances qui sont très forts, et donc la nécessité pour les assurances aussi de réfléchir aussi à d'autres dispositifs. Mais donc du coup derrière, ce sont et notamment les entreprises qui peuvent être impactées. Et puis sur la question de l'énergie, de la même manière, cette évolution du coût de l'énergie, de la production de cette énergie et du lien justement aux entreprises. Ce qu'on peut voir en fait, c'est qu'il faut en réalité revoir en profondeur nos manières de produire et nos choix énergétiques. Ça ne passera pas que par de la décarbonation, ça passera aussi par de la sobriété, par une nouvelle façon aussi de produire. Donc il nous paraissait indispensable en tout cas de poursuivre la décarbonation dans les entreprises qui, je l'ai dit à plusieurs reprises, un facteur de compétitivité, mais aussi que la décarbonation et la sobriété énergétique sont l'avenir de notre modèle économique. Et donc voilà, c'est-à-dire que les finances publiques doivent aussi permettre cet accompagnement, et plus elles seront mises en œuvre, plus nos entreprises pourront se prémunir de chocs de prix comme ceux que nous avons étudiés au cours de notre mission. Voilà, je crois qu'on est arrivé au terme. Si maintenant vous avez des questions, on est évidemment prêt à y répondre. Je ne sais pas du coup si peut-être déjà si vous qui êtes présente, si vous avez des questions, que ce soit sur l'assurance ou sur les questions énergétiques. En matière de finances publiques, vous demandez un maintien de l'effort budgétaire de l'État. Oui. Bonjour, oui, c'est Odile Dupéry à l'AFP. Donc en matière d'assurance, vous demandez le maintien de l'effort budgétaire en matière d'énergie. Ouais. En matière d'assurance, est-ce que vous demandez un effort particulier à l'État ? Non, on ne demande pas un effort particulier à l'État, on demande simplement à ce qu'il y ait une meilleure observation qui soit faite, et puis que quelques dispositions législatives qui permettent notamment d'assurer la prévisibilité. J'ai évoqué tout à l'heure, par exemple, un délai de 6 mois pour dénoncer le contrat. On souhaite aussi encourager des contrats pluriannuels de façon à donner de la visibilité, mais ça relève plutôt de l'action législative ou réglementaire, à vrai dire, que d'une incitation financière. L'incitation financière pour l'État, elle est plutôt du côté des collectivités locales en matière d'assurance, enfin, ou des collectivités territoriales, compte tenu
des risques, notamment climatiques, qui, eux, concernent tout le monde, et des risques d'émeutes qui aussi ont évoqué. Voilà. Et est-ce que vous avez déjà confronté vos idées avec les milieux concernés? Ou bien vous annoncez ça aujourd'hui? Ah ben, non, mais les idées, enfin les propositions que nous évoquons, ce sont des propositions qui ont été travaillées avec l'ensemble des auditionnés que nous avons reçus et qui nous ont suggéré le sujet. On a effectivement travaillé le sujet au sein de la délégation aux entreprises, hein, puisque les collègues de la délégation ont approuvé le rapport et les propositions que nous formulions. Donc c'est surtout au sein de la délégation, mais bien sûr, nous allons porter ces messages maintenant, comme nous le faisons habituellement avec la délégation, vers l'ensemble de ceux qui ont à voir. Hein. Nous sommes en contact. On a vu hier les représentants de la Confédération des PME, par exemple. On a évoqué quelques-uns de ces sujets. Donc ça reste effectivement en contact avec les instances professionnelles. Et il faudra qu'on puisse voir aussi la Fédération française des assureurs, bien sûr, pour ce qui concerne l'électricité. Et puis, Guillaume a évoqué tout à l'heure le fait qu'en matière d'énergie, on souhaite effectivement refaire un point d'étape en fin d'année, parce que là, on est dans un secteur qui est mouvant actuellement. Peut-être juste ajouter sur... C'est vrai qu'évidemment, ces préconisations, ça a été rappelé, elles ont été faites en lien avec l'ensemble des entreprises, des assureurs, etc., qu'on ait pu auditionner. Après, c'est vrai qu'on s'est mis dans un cadre sur à la fois un constat de ce qui se passe aujourd'hui dans le secteur des assurances et sur les questions énergétiques, de réponse aussi, je dirais, d'urgence, en fait, de qu'est-ce qu'il faudrait faire, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place, en tout cas, pour pallier justement à ces problématiques-là. Mais on sait aussi, et on est conscient, que ce soit sur le secteur de l'assurance, on en a parlé hier avec nos collègues, que ce soit sur la question agricole, que ce soit sur la question des risques climatiques de plus en plus importants, qui ont des impacts sur l'ensemble des assurances, entreprises et autres, sur la question du fonds Barnier, par exemple. C'est sûr que c'est pas à travers ce rapport, mais ce qu'on sait, c'est qu'il faudra avoir de toute façon une réflexion vraiment globale sur la question de l'assurance, et je dirais à peu près de la même manière sur la question de l'énergie et notre système, en tout cas, à la fois de production énergétique et de distribution. Je peux vous poser une question. Moi, c'était plutôt... je voulais savoir justement si vous alliez proposer un texte à partir de ces recommandations ou ça s'intégrera peut-être dans d'autres travaux plus tard. Et sur la mutualisation des risques, vous parliez des bons et des mauvais risques. Est-ce que vous pouvez juste un tout petit peu donner des exemples ? Et enfin, comment on peut développer une culture du risque au sein des entreprises selon vous ? Voilà, merci. Ouais, tu compléteras. On va le faire peut-être juste sur la culture du risque, mais du coup tu compléteras. Je pense que c'est un élément qui est particulièrement important, et ce qu'on a vu et dans les auditions qu'on a fait, c'est quand même quelque chose qui est présent. Enfin, je veux dire, du coup, les entreprises, les entrepreneurs sont plutôt conscients, en tout cas, de l'importance de travailler, de réfléchir justement à comment mieux sécuriser leur outil de production, d'anticiper aussi. Mais ce qu'on voit aussi, tu as parlé du sprinklage ou d'autres dispositifs, c'est des coûts qui sont très très importants. Et donc on a aussi souvent des entreprises qui avec des bâtiments qui peuvent être vieillissants et avec des coûts qu'il faudrait injecter, qui derrière ne génèrent pas, enfin pour une entreprise, c'est juste protéger en tout cas. Donc c'est vrai qu'il y a cette difficulté-là, dans la capacité en tout cas à pouvoir mieux protéger, qui est souvent demandée par les assurances, mais la de pouvoir le faire. Puis la première question, c'était sur... sur un texte. Ah oui, c'est un texte. Pour l'instant, voilà, nous le travail, à travers ce travail-là, on a des orientations. Certaines sont plus des recommandations. Notamment là, on a une séquence importante qui va être le budget. Donc évidemment que quand je parlais du fonds chaleur, sur la décarbonation, je pense que c'est des éléments qu'on pourra reprendre, notamment à travers des amendements, à travers des propositions sur le débat budgétaire. Après, il y a d'autres propositions et d'autres encadrements, effectivement, qui pourront ensuite
soit via une proposition de loi. Je parlais par exemple sur l'hydroélectricité, tout le débat qu'on peut avoir sur la question des barrages et le débat qu'il y a au niveau européen, un rapport qui a été remis à l'Assemblée nationale, le choix justement de sortir justement de cette concurrence des concessions hydroélectriques. On sait qu'on a plusieurs dispositifs. J'avais déjà déposé justement une proposition de loi sur les quasi-régies. Donc ça, c'est un travail qui se poursuit et qui va se continuer. Et en fait, ces rapports servent à ça, en fait, à chaque fois. Alors, soit via amendement, soit effectivement PPL, si on nécessite, ça peut nécessiter, une PPL peut être utile, en tout cas, sur certains points. Voilà, et puis sur la question de la mutualisation des risques, c'est tout simplement parce que, je l'ai dit tout à l'heure, effectivement, il y a certains secteurs qui ont du mal à trouver des assureurs, et puis d'autres secteurs où il n'y a pas de problème. Les services administratifs sont assurés en général de façon assez opérante. Et puis, on a des secteurs, moi je suis de Bretagne par exemple, on a un secteur agroalimentaire qui est extrêmement puissant en Bretagne, et on voit que ce secteur agroalimentaire a du mal à trouver des assureurs. D'abord parce qu'il y a des risques sanitaires liés aux productions, parce qu'il y a des outils de travail qui sont importants, qui sont affrontés au risque incendie, par exemple. Donc nous, ce que nous disons très clairement à cet égard, c'est qu'il faut que le dispositif en vigueur reste celui de la mutualisation des risques. C'est-à-dire qu'on partage les risques entre les différents secteurs d'activité de façon à ce que ceux qui sont affrontés à plus de risques ne soient pas exclus. C'est-à-dire qu'on ne prenne pas que les bonnes entreprises et les bons secteurs, mais que tous les secteurs en France soient effectivement couverts. Donc on appelle, je dirais, au bon sens de l'ensemble des opérateurs, parce que les opérateurs sont sensibles à cela. On ne veut pas légiférer sur le sujet tant qu'il n'y a pas besoin. S'il le faut, on proposera. Mais on appelle à ce que l'ensemble des opérateurs soient conscients de la difficulté auquel certains secteurs d'activité, le bois, on l'a dit, le bois est affronté, oui, au risque d'incendie, mais il ne faut pas l'exclure pour autant. Il ne faut pas non plus que les interventions, les conditions d'assurabilité soient dissuasives pour les entreprises, parce que dans ce cas-là, l'entreprise, au plan économique, ne peut plus équilibrer ses comptes. Et donc, nous avons besoin d'acteurs qui tiennent compte de tout cela. J'ai deux questions en visio de M. Bernard Manguet de la Tribune de l'Assurance. Les assureurs se mobilisent-ils pour mettre en place de nouvelles modalités actuarielles permettant de tarifer l'excellence en matière de décarbonation ? Alors, c'est quelque chose, enfin, sur la décarbonation, c'est clair que c'est un objectif de politique publique. On n'a pas eu d'écho de modulation des conditions assurantielles aujourd'hui pour encourager la décarbonation. Donc, il y a peut-être certains qui le pratiquent, mais dans les auditions qu'on a pu mener, on n'a pas identifié de conditions préférentielles tendant à encourager à la décarbonation. Et donc, j'allais dire, voire même l'inverse. C'est vrai qu'on n'a pas vu, effectivement, on n'a pas eu ce retour-là, ou en tout cas de dispositifs particuliers en lien avec la décarbonation. Par contre, ce qu'on nous a signalé, par exemple, c'est une entreprise qui veut installer des panneaux solaires sur sa toiture, notamment en autoconsommation, donc pour faire baisser sa facture à la fois d'électricité, mais du coup décarbonée, sont souvent pénalisés. C'est-à-dire que le fait d'ajouter des panneaux solaires, souvent, ça peut être un prétexte. En tout cas, on a eu des retours comme ça pour des assureurs pour dire, du coup, je vous assure plus si vous mettez des panneaux solaires, parce qu'ils estiment en tout cas qu'on conforte le risque. Et donc ça, c'est vrai que c'est une problématique, en tout cas, qui est ressortie à plusieurs reprises par des entreprises qui, du coup, parfois ont refusé justement d'équiper leurs bâtiments parce que sinon, elles n'étaient plus assurées, quoi. Deuxième question, quels sont les engagements des assureurs et des actuaires en matière de recherche et développement pour faire évoluer leur modèle actuariel dans le contexte de la transition écologique ? Oui, sans doute. Enfin, là, on rentre dans les questions de
responsabilité sociétale des entreprises, dont on voit bien qu'un certain nombre de fonds, puisque les assureurs vivent aussi sur les placements financiers qu'ils opèrent pour justement dégager des ressources. Et ça relève sans doute de cette volonté qu'on a vue à un moment de se développer. On a eu des textes de loi, notamment la loi Pacte, qui a un peu encouragé en ce sens. Mais pour le moment, on n'a pas là non plus identifié de secteur, parce qu'on voit bien que certains opérateurs qui s'étaient engagés vers des pratiques les plus vertueuses sont souvent revenus, des grands acteurs financiers sont souvent revenus vers des pratiques plus normales. On le voit par exemple avec le secteur de la défense qui, au titre de cette RSE, faisait l'objet de désintérêt. Et puis, on voit bien combien ce secteur-là revient au premier plan des préoccupations aujourd'hui, parce que on s'aperçoit que la condition de sécurité dans nos pays est une condition essentielle pour que les entreprises puissent bien fonctionner. Et donc, le secteur de la défense est réintégré dans les préoccupations de financement et de prise en compte des acteurs. Voilà. Mais... Après, peut-être pour... quand on a débuté le rapport, on avait fait... on avait été à l'Assemblée Générale des assureurs, et donc du coup on avait pu avoir un petit peu leur retour et justement leurs préoccupations et leurs discussions. Ce qui est sûr et ce qui est certain, c'est que la question de l'impact climatique, réchauffement climatique, des aléas, est un vrai sujet en tout cas qu'ils débattent, et notamment en matière de recherche, de réflexion aussi sur l'évolution du système assurantiel global. Et c'est vrai qu'on a plutôt des compagnies d'assurance qui là-dessus, je pense, en tout cas réfléchissent. En tout cas, je pense que sont toutes conscientes qu'on est dans un système qui a atteint ses limites en tout cas, et sur lequel il va falloir profondément remanier. Mais évidemment, ça passe aussi par de la recherche, par de la réflexion, avec des données très différentes. On parlait tout à l'heure de l'agriculture, de la question industrielle, d'entreprises, de secteurs qui sont dans des zones à risque. Je parlais des industries justement dans des fonds de vallée. On sait fondre des glaciers, on sait aussi l'impact que ça peut avoir, et donc quid justement de ces secteurs et de leur habitabilité. Tout ça, c'est des réflexions en tout cas qu'il faudra avoir sur justement la question assurantielle. Mais c'est vrai qu'on a plutôt vu que c'était quelque chose qui était très présent dans leur discussion. Une troisième question, toujours pour la tribune de l'assurance. La situation en matière d'assurance des entreprises du secteur de l'énergie est-elle en passe d'atteindre un niveau de criticité préoccupant? Dans ce contexte, serait-il pertinent d'envisager le lancement d'une mission dédiée à l'assurabilité de ces entreprises, sur le modèle de celle récemment conduite concernant les collectivités locales en France? Après, en fait, on n'a pas eu de retour spécifiquement, enfin pas plus ni moins, on va dire, sur les entreprises production d'énergie, que ce soit photovoltaïque, que ce soit éolien, etc. Mais je pense qu'elles sont confrontées à la même problématique qu'on a pu avoir. Tu parlais de l'agroalimentaire. On a vu que le secteur du bois aussi était très impacté justement par soit ces arrêts d'assurance, soit ces primes qui augmentent, ou difficulté en tout cas de trouver un assureur. Donc ça, c'est évidemment une réalité. Mais je dirais qu'il n'y a pas forcément de spécificité sur le secteur des entreprises de l'énergie. En tout cas, ça ne nous est pas spécifiquement remonté en tout cas. Mais de la même manière, ça veut dire qu'il faudra aussi, enfin en tout cas il y a une réflexion à avoir, qu'ont eu des collectivités. On a déjà des collectivités d'ailleurs qui ont réfléchi, enfin qui s'auto-assurent justement parce que face à ces difficultés-là, dans le secteur des entreprises, et notamment peut-être par secteur, que ce soit énergie, que ce soit agroalimentaire, il pourrait y avoir aussi des réflexions. Mais ça fait partie effectivement de la réflexion globale qu'on peut avoir sur les limites où on est arrivé avec le système assurantiel actuel. Dernière question. Savez-vous quel regard et quelle analyse le sénateur Jean-François Husson, reconnu pour son expertise, a-t-il porté sur le sujet? Les travaux de la Commission des finances ont surtout concerné la question de l'assurabilité des collectivités territoriales, parce qu'on s'est aperçu là aussi
qu'un certain nombre il n'y a pas que les entreprises qui ont des difficultés pour s'assurer, mais les collectivités ont aussi du mal, d'une part parce que le nombre d'acteurs qui assurent les collectivités est beaucoup plus réduit que les entreprises, parce que il y a principalement 2 gros acteurs en France pour l'assurabilité des collectivités territoriales, tandis qu'on s'est aperçu quand même que sur le marché de l'assurance, il y avait, pour les entreprises, il y avait un certain nombre d'acteurs assez nombreux, diversifiés. Il y a bien sûr les grands comptes que l'on connaît, mais il y a aussi beaucoup de courtiers qui, à travers le pays, proposent des solutions. Donc la concurrence est plus vive, ce qui n'est pas le cas pour les collectivités. Et puis, pour les collectivités, ça concerne un peu aussi les entreprises. Ce sont surtout les risques liés, les risques nouveaux. Par exemple, les questions des émeutes urbaines que j'ai évoquées tout à l'heure. Là, c'est une vraie préoccupation de savoir qui doit prendre en charge le risque des émeutes urbaines. Quand on voit bien sûr tout le mobilier urbain qui est dégradé, quand on voit des magasins qui sont pillés, effectivement, on a parfois des difficultés à trouver, enfin les assureurs hésitent à s'engager sur ces risques-là, ont tendance à les exclure. On a un régime spécifique pour les catastrophes naturelles. Une des propositions du rapporteur général Jean-François Husson est justement que la DSEC, la dotation de solidarité pour les événements climatiques, intègre aussi ce risque des émeutes urbaines, qui est un risque un peu nouvellement identifié dans notre pays par l'ampleur des dégâts que différentes actions ont occasionné. Peut-être un ajout par rapport aux travaux aussi de Jean-François Husson, et on a des éléments qu'on a repris aussi sur le délai de résiliation des assurances, qui est aussi quelque chose qui est revenu très fortement de la part des entreprises, qui voyaient du coup leur résiliation se faire de manière subite et rapide, et donc de ne pas avoir forcément la possibilité de se retourner, et donc de porter justement ce délai à 6 mois, qui est aussi une des préconisations qu'avait fait Jean-François Husson. Et on a épuisé toutes les questions. Bien, si on a épuisé le sujet, il nous reste à vous remercier d'avoir participé à cette présentation. Et puis, bien sûr, la délégation sénatoriale des entreprises reste à l'écoute de l'ensemble des médias pour éventuellement apporter des compléments d'information autant que nécessaire. En tout cas, merci de votre attention et de votre participation à cette présentation ce matin. Merci.